Bonjour à tous, merci pour votre connexion à ce deuxième rendez-vous Pacte de l'année 2022. On est sur une thématique achat aujourd'hui, euh, avec pour thématique la digitalisation des achats, vecteur d'impact social. Vous êtes nombreux déjà à connaître ce format des rendez-vous Pacte qu'on organise régulièrement tout au long de l'année, le plus souvent sur des thématiques RH ou achats, avec pour but de regrouper la communauté du pacte et le plus souvent d'échanger sur vos bonnes pratiques et vraiment que vous puissiez vous connaître les uns les autres et partager vos expériences pour qu'elles soient profitables au plus grand nombre. C'est un webinaire qui va se dérouler en plusieurs étapes, qui va tout d'abord être introduit par deux de nos partenaires. Non, il est avec les... Désolée pour beaucoup d'entre vous, vos micros sont ouverts. Si vous pouvez les couper, je vous remercie. Ouais, à toutes. Donc, ce rendez-vous Pacte va se dérouler en plusieurs temps. Tout d'abord, on a le plaisir de recevoir deux de nos partenaires, à savoir Geoffrey Liétard, directeur général d'exploitation chez EPSA Marketplace, et Nathalie Leroy, déléguée générale du Conseil national des achats, qui vont introduire ce rendez-vous Pacte. Puis interviendra Olivier Gourmelon, directeur des achats chez Siemens, qui viendra témoigner et partager son expérience de sa stratégie RSE et inclusive envers les achats chez Siemens. On aura également un partage d'expérience toujours de la part de Geoffrey Liétard qui nous parlera de By the Way. Et enfin, viendront les questions-réponses. Geoffrey et Nathalie, je vous donne la parole. Très bien. Merci Aude. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je peux démarrer si vous souhaitez. Voilà. Donc Nathalie Leroy, donc je suis déléguée générale du Conseil national des achats. Voilà, on a déjà eu l'opportunité, en tout cas dans le cadre de notre partenariat avec Impact, d'avoir des actions communes. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui. C'est une association qui regroupe un réseau de plus de 18 000 acheteurs sur toute la France. Une belle association qui va fêter ses 75 ans cette année. Donc voilà, donc je suis très contente d'y participer. Et comme le disait Aude, effectivement, c'est aussi important d'apprendre à nous connaître. Vous avez organisé, vous disiez régulièrement des webconf avec les ressources humaines. En tout cas, le métier de l'achat est aussi un métier de lien extrêmement important. De lien avec l'interne, lien avec l'externe, gestionnaire des ressources externes, dit-on aussi. Donc, il est important que nous apprenions à nous connaître. Et lorsque nous avons effectivement traité ce sujet, nous avons préparé cette réunion. Au départ, digitalisation des achats, vecteur d'impact social. C'est vrai que sur le coup, on se dit quand même il y a des différences qui sont… comment faire le lien en fait? On s'est posé pas mal de questions. On a eu plusieurs réunions de préparation avec Geoffrey et avec Olivier. Et je vous avoue qu'on a eu des débats assez passionnants. Donc, je ne sais pas si on reprendra les mêmes sujets ou d'autres. J'ai l'impression qu'on pourra en parler des heures. Mais en tout cas, le sujet, on peut le prendre de plein de façons. Je ne vais pas parler trop longtemps. Je vais laisser la parole à Geoffrey et puis à Olivier, en tout cas, Olivier aussi qui va témoigner que lors de notre précédente réunion, voilà, il y a plein de choses passionnantes à en dire. Alors, je ne sais pas si on pourra apporter une réponse ferme et définitive sur le lien, la digitalisation, mais je crois qu'on a beaucoup de choses à en dire. Voilà, Geoffrey, je vous laisse la parole. Merci Nathalie. Moi, Geoffrey Liétard, ça fait 15 ans que je travaille pour EPSA Marketplace qui s'appelait avant Achat Service, puis Expert Buy. Alors, on a rejoint le groupe EPSA il y a maintenant 3 ans. Et EPSA Marketplace, la partie que je dirige au sein du groupe EPSA, c'est 350 personnes qui sont réparties sur 35 pays. Donc, c'est très international, très divers. Et c'est aussi, parmi les 35 pays, il y a un pays, la France, dans lequel on a 2 sociétés. Une société qu'on va appeler ordinaire et puis aussi By the Way, qui est une entreprise adaptée. On est aussi membre du Pacte et ravi d'être avec vous aujourd'hui et de se présenter un peu plus pour que vous puissiez nous connaître. Et je rebondis sur le sujet. Oui, c'est étonnant de se dire que la digitalisation des achats peut être un vecteur de lien social ou d'impact social. Au départ, on se dit plutôt social, humain.
Donc, humain, l'inverse de machine. Et digitalisation, outil, machine, quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup moins social. Mais en fait, l'humain étant imparfait, eh bien, il est souvent exclusif, il est souvent limité, il laisse souvent plus de place à l'émotion, à des liens d'amitié, à des liens de préférence, ou voilà, finalement des choses qui sont beaucoup moins cadrées. Parfois, l'humain n'a pas le temps, et donc il se limite à ceux qu'il connaît, et donc il laisse un accès plus réduit. Là où la digitalisation, elle oblige de cadrer les choses, elle oblige une réflexion en amont, elle oblige peut-être plus de critères choisis, donc plus de choix, plus de profondeur. Et quand on prend plus de profondeur dans les achats, on parle moins de prix et plus de qualité, plus de profondeur, de partenariat, plus d'impact à long terme sur l'entreprise, sur le monde. Et c'est souvent grâce à des projets qui sont de l'ordre des projets de processus avant, puis des projets qui se sont transformés avec les processus qui deviennent digitaux, qu'on a finalement élargi l'accès aux appels d'offres, au marché, à plus d'entreprises, et parfois choisies aussi. Alors, pour les entreprises publiques, ce sont des marchés qui sont réservés. Pour les entreprises privées, ce sont des marchés qui sont choisis. Et donc, des démarches, ça a permis de donner des outils aux acheteurs et des outils aussi aux missions handicap, aux RH, à tous ceux qui en avaient besoin et qui voulaient prôner la diversité ou le lien social. Et finalement, en offrant cet outil, on a permis aux salariés de devenir des militants, ou en tout cas de pouvoir le devenir. Et en ça, j'apporte une première réponse qui montre que la digitalisation n'est pas forcément synonyme de robustesse de machine et de froideur. Deuxième chose, c'est quelque part obligatoire. Et dans le mot obligatoire, souvent, à nouveau, on est contraint, on est embêté. Mais l'obligation, elle est parfois très bonne. C'est des fois une obligation légale, notamment en France. Le monde évolue. Il y a des populations qui sont en difficulté, éloignées de l'emploi. On parle notamment des travailleurs handicapés. Ça peut être aussi pour les quartiers. On est dans le cadre de Pacte, donc c'est bien d'en parler. Donc, et on va encore avoir, c'était hier la journée mondiale de la femme, donc forcément l'égalité femmes-hommes. Voilà, ces outils permettent de cadrer quelque part cette obligation légale, mais c'est aussi une obligation qui nous incombe tous. Le monde évolue, on est de plus en plus digitaux, on a tous des outils à peu près comme ça dans la poche. Même dans le monde personnel, le digital est devenu quelque part une essence et partout. Donc, forcément, on peut faire de ces outils la même chose que les outils qu'on nous donnait avant. Et il serait bien qu'on arrive à transformer un peu nos modèles économiques tirés vers le prix et le profit avant tout, vers une transformation de la société qui la rende sustainable, durable. Voilà. Et dans cet aspect durable, un des grands défis, je suis sûr que vous avez tous lu les rapports du GIEC, même avec l'actualité lourde qu'on a, ou au moins un résumé, qui nous dit que la justice sociale, prenez la justice sociale, c'est très important pour l'adaptation de demain au changement climatique. Donc là, je fais un lien entre justice sociale et environnement, parce que le lien existe vraiment. Et pour ceux qui ont analysé, recherché, donc les scientifiques, le GIEC, ce sont des scientifiques, qui ont analysé toutes les données existantes aujourd'hui, qu'est-ce qui nous prône comme modèle pour demain? C'est un modèle avec plus de justice sociale. On ne le fait pas simplement par obligation légale, mais par obligation, j'ai envie de dire, sociétale. Voilà pour l'introduction et essayer de poser le sujet. Alors, on a voulu que le webinaire ne soit pas un webinaire avec un support qu'on déroule, mais plutôt une forme de conversation et d'une discussion. Donc, je ne sais pas sur quels aspects vous voulez rebondir tout de suite, mais si moi je devais définir un petit peu, ce serait peut-être de repartir sur un processus en se disant que la digitalisation, elle est forcément un projet, elle s'incarne dans une entreprise. Au début, il y avait un processus et puis derrière, on veut le digitaliser. Comment on arrive à conjuguer ça avec toutes les initiatives sociales et RSE qui existent déjà dans les entreprises?
pense que ce sera intéressant de donner la parole à Olivier pour qu'il nous donne son point de vue. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bon, d'abord, merci pour ce webinaire. Je trouve le sujet extrêmement important. C'est pour ça que j'ai accepté bien volontiers de témoigner. La digitalisation et l'impact social. D'abord, je voudrais témoigner que les passerelles électroniques que permettent la digitalisation permettent d'être en rapport directement avec des entreprises adaptées et les ESAT. Et ces passerelles électroniques, ce n'est pas seulement Siemens avec des entreprises adaptées, je vais vous donner quelques exemples, mais c'est aussi la possibilité pour tous les employés de la société, Siemens, d'être militants, d'exprimer leur envie de diversité, d'inclusion. Et cette diversité et d'inclusion, ce n'est pas une obligation, toutes les études le montrent, c'est un élément de business, c'est un élément de création de valeur. Et toutes les études montrent que ça permet d'augmenter la créativité des personnes, ça permet d'augmenter les résultats. Et donc, c'est non pas une obligation, mais c'est une évidence pour nous. En tout cas, je vous donnerai quelques exemples. Je parlerai des passerelles. Premier exemple de passerelle électronique. Alors, dès 2006, nous avons introduit dans nos sièges ce qu'on appelle un centre d'être et handicap. Je dirais bien-être et handicap. Environ 30 personnes chaque année sont recrutées parmi les personnes à handicap. Et ces personnes-là s'occupent de nos commandes. Alors, c'est très intéressant parce qu'ils nous donnent un service, ils nous apportent un service extrêmement intéressant. On les renouvelle chaque année, ils sont formés. 95% de nos commandes sont automatisées sur des catalogues, mais ces personnes-là nous permettent aussi de gérer, dans le cadre de nos process d'approvisionnement normaux, nos commandes. Ce n'est pas tout. Quand vous passez cette digitalisation, nous pensons aussi, et c'est un avantage énorme pour les personnes à handicap, c'est la possibilité de télétravailler. Télétravailler, c'est une immense possibilité pour 95% des gens, travailler à domicile et de se former à domicile. Et ces personnes-là dont je vous ai parlé, 600 personnes depuis 2006 sont passées par cette formation chez nous. Nous suivons les progrès et nous améliorons pour ces personnes la possibilité de se former, d'être employables et d'évoluer, pas seulement de rendre ce service. Autre passerelle électronique dont je voulais vous parler, autre exemple. Nous avons fait un accord avec Cliff. Cliff, c'est une entreprise de travail temporaire qui dépend de Randstad, qui utilise exclusivement des personnes à handicap. C'est aussi simple que 3 clics. C'est-à-dire que nous avons dans nos process intérim chez Siemens un système lié SAP qui s'appelle Fieldglass, mais à l'intérieur, nous avons créé la possibilité de sourcer, de prendre comme intérimaire des personnes handicapées. Bien, les personnes sont enchantées. Les managers ont été formés pour comprendre comment ça fonctionne et comment ils peuvent vraiment le faire. Autre exemple, un ESAT directement branché sur nos catalogues électroniques aussi, qui s'appelle Handicado. Ce sont des cadeaux tout à fait normaux, mais qui sont confectionnés par un ESAT. Et donc, la passerelle électronique, elle est très simple. Plus vous avez une facilité pour nos salariés de cliquer en tant que personne, autant qu'en tant qu'employé, eh bien, plus ça se développe. Et il y a une massification, il y a un effet d'échelle qui est extraordinaire. Alors, l'effet d'échelle, il est en interne, c'est-à-dire que les personnes se regroupent en communauté d'intérêt chez nous d'une manière très, très facile, aidés en cela par notre capacité de créer des programmes très, très facilement pour créer des plateformes internes. Des programmes low-code d'une société de software qui s'appelle Mendix, qui est vraiment génial. Et donc, on peut créer des communautés. Alors, par exemple, il y a la communauté chez nous qui rejoint la communauté Nos quartiers ont du talent.
dans lesquels les gens échangent, les managers comment échangent leur expérience en aidant des gens qui habitent dans des quartiers un peu défavorisés pour les aider vers l'emploi. Eh bien, on échange entre nous. On échange aussi sur la mixité. Donc, on crée via l'électronique, si vous voulez, via la digitalisation, des communautés très simplement, des plateformes d'échange qui amplifient, qui massifient l'effet et la communication. Dernier point, nous avons aussi vers l'externe, par exemple, j'ai signé un accord avec le GRAPHI, qui est le groupe régional de l'insertion de l'activité de l'insertion économique. Et avec le GRAPHI, on a un accord, un partenariat pour nous aider à développer, à saisir les opportunités de développer l'insertion par l'activité économique. Voilà, j'étais peut-être un peu long sur cette première question, mais j'ai pléthore d'exemples. Encore un autre exemple, c'est le reconditionnement des PC qu'on confie à un ESAT en partie, qui permet de faire deux choses bien, éviter de mettre à la benne des PC, alors qu'ils peuvent être utilisés et reconditionnés, faire confiance à un ESAT qui va sécuriser ces PC qui sont bien sûr ont des informations qui ne doivent plus être dans la nature, mais en même temps faire que ces PC servent à d'autres et faire un reuse classique. Voilà. Est-ce que j'ai été clair ou vous avez d'autres questions? J'ai d'autres exemples de passerelles électroniques et on suit ce qu'on fait en termes de millions d'euros d'achats sur les ESAT. C'est un suivi automatique via nos systèmes. Enfin, moi, je trouve, si je peux me permettre d'intervenir, en tout cas extrêmement intéressant ces exemples, Olivier, et on voit effectivement qu'on peut être acteur et responsable de ces actes, en tout cas en tant qu'acheteur dans votre organisation. Tout à l'heure, Geoffrey utilisait le terme de militant. Et comme vous le disiez, effectivement, on dépasse là, le cadre réglementaire. Donc, il y a une vraie prise de conscience. Je pense que vous en êtes là dans votre organisation, une prise de conscience à la fois qui permet maintenant tout à chacun de prendre ses responsabilités. Quand on voit là tous les exemples que vous citez, ils sont extrêmement variés. J'aurais presque envie de dire aussi, au départ, il devait y avoir des barrières, des freins au sein de votre organisation. Et je pense très honnêtement que encore beaucoup d'organisations n'ont pas atteint votre niveau de maturité, de prise de conscience sur le sujet. Comment vous avez réussi effectivement à lever peut-être des freins au départ sur ces choix, en tout cas, qui sont effectivement extrêmement intéressants? Je pense que c'est une question de personne et puis une question de politique. Il y a du top-down, comme on dit en anglais, et du bottom-up, les deux. Je pense qu'il y a des gens très, très militants chez nous. Par exemple, Catherine Petrovic, qui sont des gens formidables, des managers dans la direction des ressources humaines. Il y a un engagement de la direction générale, clairement. J'en ai pas parlé, mais je peux dire deux mots quand même sur Siemens. Siemens, c'est les automatismes industriels, les automatismes dans le tertiaire. Donc la digitalisation, on est tombé dedans. C'est les métros automatiques, c'est l'automatisation, l'industrie 4.0. Et le digital est en nous, mais également dans notre ADN, dans l'engagement du Siemens au niveau développement durable, il y a ce qu'on appelle l'engagement degré. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais dans degré, vous trouverez diversité, inclusion, égalité homme-femme, des engagements très, très forts. Donc, très, très forts qui viennent de la direction générale. Et puis, il y a, dans une société comme la nôtre, qui est quand même multinationale, dans 180 pays, il y a une conscience extrêmement développée que la diversité, c'est une richesse. En fait, si vous le vivez, vous ne posez plus la question. Diversité des 180 pays, vous imaginez. Et quand on est dans la supply chain en particulier, on y est plongé tous les jours. Je dois avoir 10 réunions par jour avec 40 ou 50 nationalités. Donc, il y a une prise de conscience en France et ailleurs, dans une société internationale, que d'abord, qu'il n'y a pas c'est un enrichissement extraordinaire que d'avoir des gens partout sur la planète avec qui vous pouvez parler, travailler, discuter. Deuxièmement, il y a une politique, pas récente en France, depuis au moins
les années, depuis au moins 20 ans. Et on s'est aperçu, et on le vit, que, par exemple, la mixité, c'est une valeur cardinale pour l'innovation, qui est une des valeurs principales de Siemens, parce que les gens expriment différents points de vue, et que ce soit hommes, femmes, mixité, différentes nationalités, différentes races, différentes personnes, situation de handicap ou pas, c'est une richesse qui est perçue. Ensuite, il y a la volonté de la direction générale. Nos quartiers ont du talent, Pacte, un certain nombre de prix ont été décernés dans notre volonté d'inclusion. Et on s'aperçoit, et moi-même je le fais parce que je fais partie des managers qui se doivent de donner l'exemple, via nos quartiers ont du talent, via les fournisseurs, puisque les fournisseurs sont favorisés, je dirais tout à l'heure, s'ils sont inclusifs, s'ils sont, évidemment, s'ils décarbonent, s'ils ont des engagements sur le climat. Et donc, partout, dans toutes les réunions, quasiment, ou dans la façon dont vous travaillez, c'est un marqueur que vous avez bien les valeurs. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on fait à côté, si vous voulez. Voilà pourquoi je pense il y a eu des bons drivers au départ, un engagement très fort, par exemple entre les achats et la RH, pour créer ce service être et handicap, où les gens, je vous dis, réapprennent à travailler ou ont la possibilité de travailler alors qu'ils sont en situation de handicap. Et ensuite, ils ont des milliers, je dis bien, des milliers de formations, c'est encore un élément de la digitalisation à fort impact, ils ont des milliers de formations à leur disposition, électroniquement. C'est-à-dire que, quand je dis milliers, je dis bien milliers. Donc, il y a à l'intérieur, et gratuitement, à l'intérieur de Siemens, on a développé ce genre de digitalisation, puisque c'est notre ADN. Et donc, quand vous dites impact social et digitalisation, pour moi, on faut vivre dans son temps. La révolution du télétravail en rajoute une couche, mais si une personne a, par exemple, des difficultés à se déplacer aujourd'hui, eh bien, le problème peut être complètement effacé. Voilà ce que je voulais dire sur l'inclusion, mais j'ai d'autres exemples. Nous travaillons aussi avec EPSA, qui utilise effectivement, by the way, Atelier d'handicapés pour tout ce qui est commandes non récurrentes avec des fournisseurs non récurrents. Et ceci depuis de nombreuses années. Donc, il y a aussi le partenariat qui compte, les valeurs de confiance, d'innovation aussi. Il faut, parce que l'innovation, c'est un peu c'est une obligation. On ne peut pas rester sur les acquis. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai tellement d'exemples que je ne saurais pas lesquels vous intéresseront le plus. Peut-être que l'auditoire a des questions, mais en tout cas, moi, je ne veux pas monopoliser tout le champ. Je pense qu'on vous écoute attentivement aussi parce que ce sont des témoignages qui sont très riches, très percutants, concrets. Il y a beaucoup d'exemples concrets de ce qui peut être fait. Alors, il y a peut-être beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore à ce niveau-là, qui n'ont peut-être pas le côté précurseur de Siemens ou les moyens de réaliser autant de choses. Et c'est pour ça qu'on va peut-être parler de structures plus petites. Il y a des structures qui sont des fois unipersonnelles, des gens qui sont dans les quartiers, des PME qui sont très locales et qui voient la digitalisation comme une contrainte, comme un obstacle, comme quelque chose qui peut être nouveau et compliqué, donc qui ont de la réticence à y aller. J'ai envie d'inviter la plupart des entreprises qui sont là, et puis les entreprises qui ont des fournisseurs de ce type-là en phase 2, à désacraliser cette difficulté-là. Aujourd'hui, les outils sont de plus en plus faciles à utiliser. Ceux qui les pensent essayent de penser aussi à des parcours fournisseurs qui ne sont pas contraignants. Et là où la création d'un compte fournisseur, c'est des fois
le Graal, se faire référencer chez un grand compte ou au sein de grands distributeurs, c'est parfois très difficile et ça a été vécu par des entreprises, des petites entreprises, comme un investissement. Ça a demandé plusieurs jours de travail pour pouvoir derrière être référencé. Donc, quand cette même entreprise dit à partir du mois prochain, vous allez devoir recommencer ce travail pour vous référencer cette fois-ci sur notre plateforme digitale, c'est souvent perçu comme une très mauvaise nouvelle, une surcharge de travail, peut-être même une raison d'abandon des relations parce qu'on ne se sent pas capable. Donc, si vous êtes du côté achat, si vous êtes du côté RSE, tenez ce discours-là en interne lors des projets digitaux, de penser au parcours fournisseur qui soit suffisamment léger, facile. Alors bien sûr, il doit répondre à un certain nombre de contraintes, mais que les outils soient suffisamment intuitifs, qu'on ne pense pas qu'aux besoins internes de l'acheteur ou du demandeur ou du contrôleur ou encore de celui qui veut un très beau tableau avec des indicateurs, mais aussi à ceux qui seront les utilisateurs côté fournisseur. Ils ont besoin de pouvoir avoir une facilité à choisir, à ce que ce système s'adapte à eux. Le référencement, ça peut être par avoir des équipiers qui accompagnent les fournisseurs. Ça peut être aussi avec des formations. Mais c'est souvent en pensant dès le début à un outil suffisamment simple et intuitif. Aujourd'hui, tout le monde utilise ces choses-là, je vous le montrais tout à l'heure. Donc, si tout le monde sait utiliser un smartphone avec des applications, il y a de grandes chances qu'on sache utiliser une plateforme sur laquelle il faut créer un compte fournisseur. À partir du moment où le nombre des données et des documents soient des documents qui soient facilement accessibles à toutes les entreprises. Oui, vous avez raison. Si je peux vous parler, Olivier, pareil. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Dans le cas d'Handicado, nous avons aidé l'entreprise, les AT, qui n'avaient pas au départ les capacités logistiques de livrer tous les cadeaux. Vous savez que c'est en général en fin d'année. Et donc, il a fallu investir du temps, nous, Siemens, pour aider cette entreprise qui n'avait pas les infrastructures et qui n'avait pas non plus l'idée comment le faire. Donc, oui, mais il faut investir dans ces PME. De toute façon, vous investissez, c'est en tout cas ma logique, j'ai plus de 60% des 6000 entreprises que nous utilisons en France qui sont des petites ou des très petites entreprises. Donc, effectivement, si vous voulez investir dans ces sujets, au départ, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Mais on le fait parce que, encore une fois, c'est une politique et on est militant au sens supply chain où on se dit finalement, quand on investit, on a toujours un retour sur investissement. D'accord ? Et c'est le cas. Là, c'était le cas. Et en plus, l'histoire nous a montré que des centaines de personnes ont réagi immédiatement dans l'organisation en rentabilisant notre investissement. Donc, il ne faut pas se tromper, parce qu'on ne peut pas faire ça avec 7000 entreprises. Mais l'investissement, c'est ce qu'on appelle un partenariat. Si on a envie de faire des coûts, de réduire les coûts n'importe comment, on fait n'importe quoi, on n'a rien. Hein. Donc, il faut investir. Et d'ailleurs, l'investissement RSE, dont je parlerai peut-être plus tard, c'est un investissement, c'est du business. Logique et normal pour nous d'investir sur les entreprises qui sont elles-mêmes vecteurs d'inclusion et de décarbonation. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais je dirais, c'est quand même un passage qui est, effectivement, il y a cet accompagnement, mais pour ces entreprises, c'est quand même un passage obligé. En tout cas, cette digitalisation, parce que malheureusement, tout à l'heure, on parlait, vous, Siemens, vous êtes présent partout en Europe, les structures sont importantes, sont grandes, et la digitalisation, elle est essentielle. Ces plateformes, en tout cas, pour pouvoir travailler avec eux aussi. Oui, je vous donnerai un exemple de digitalisation qui fait gagner la France. Chamatex, c'est une entreprise qui est complètement digitalisée au niveau de ses procédés industriels. On parle de l'industrie 4.0, vous savez, donc créer un jumeau numérique, digitaliser ses process, digitaliser ses machines, les mettre en réseau, et puis faire une espèce de jumeau numérique et faire progresser tout ça. Chamatex fait des chaussures techniques, des chaussures de sport, et le fait d'une manière profitable. En France,
pas au Vietnam ou en Asie, où ces paires sont produites par milliards, pas par d'autres que nous, mais en France, en Auvergne. Donc, si nous voulons vraiment nous capter supply chain manager ou acheteur, si nous voulons vraiment créer de la valeur, et on doit, c'est l'objectif, nous devons intégrer la digitalisation et la faire intégrer par des petites boîtes. Chamatec, pour l'instant, c'est 80 personnes, mais une redoutable excellence dans la digitalisation des procédés qui permettant de fabriquer de belles qualités de chaussures avec un prix compétitif en France. Donc, voilà un petit peu ce que ça ramène la digitalisation. N'importe qui aujourd'hui, même dans toute petite entreprise, peut envoyer ses factures en PDF, n'est-ce pas? C'est digital. Bon. Aller plus loin sur ces machines, aller plus loin sur ces procédés, c'est une obligation. Et les patrons de PME avec lesquels je travaille, puisque j'en ai un certain nombre, ne sont pas effrayés de la digitalisation. Il faut qu'ils puissent simplement avoir la possibilité d'investir dans ces technologies, parce que sans ces technologies, nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas recréer le tissu industriel en France. Ce n'est pas possible. Donc, les technologies sont là, utilisons-les. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, la RSE, le développement durable pour Siemens, c'est résumé dans ce qu'on appelle degré. Degré, ça veut dire quoi? Ça veut dire décarboniser. Donc, Siemens est acteur et engagé dans tout ce qui est décarbonation, les accords de Paris. Le E pour éthique, évidemment. Tout ce qui est gouvernance, le G, gouvernance, c'est-à-dire être capable la décarbonation, avoir une gouvernance, c'est-à-dire une possibilité d'intégrer partout dans le monde le développement durable. Je dis bien partout, je vous dirai comment on le fait. Ensuite, dans degré, il y a tout ce qui est les ressources, l'efficience des ressources, ne plus gâcher les ressources, réutiliser les ressources et être beaucoup plus soucieux de la vie, de ne plus extraire de la terre toutes ces ressources, mais de réutiliser au maximum. Et puis, il y a l'égalité et l'employabilité. L'égalité, la mixité, j'en ai parlé, pour nous, c'est un vecteur de business extraordinaire. C'est comme ça qu'on le prend. Et l'employabilité, je vous parlais des milliers de formations, j'en ai des milliers. Et en fonction de mon pathway, enfin de ma trajectoire, de celle que je vais avoir, je peux me former d'une manière absolument incroyable chez nous. Donc, degré, c'est l'engagement du board de Siemens, 300 000 personnes, 180 pays. En France, on traduit ça par plusieurs choses. D'abord, le point de départ. Prenons la décarbonation. Vous avez 6 000 fournisseurs. Vous voulez décarboner. Vous voulez que l'engagement que Siemens a pris sur le CO2 soit également partagé. Pourquoi? Parce que vous le savez sans doute, pour ceux qui connaissent, le scope 3, c'est-à-dire en gros tout ce qui est gaz à effet de serre émis, enfin tout ce qui est votre scope de fournisseur jusqu'au client, représente 80% de vos émissions CO2. Et si vous voulez vraiment agir, nous devons associer nos fournisseurs à des engagements développement durable. Donc, comment nous le faisons? Dans nos systèmes, dans nos outils, par exemple SAP, mais dans des outils spécifiques de communauté créés pour ça, y compris avec nos fournisseurs, nous mesurons les engagements que les uns et les autres prennent. Nous, bien sûr, nous mesurons sur le scope 1 et 2. Et nous avons, par exemple, sur les émanations CO2, gaz à effet de serre, nous avons appliqué les SBTI, donc les Science Based Target Initiative. Nous mesurons quelles émanations nous faisons. Nous définissons un target, c'est défini, et nous le suivons. Eh bien, nous attendons la même chose de nos fournisseurs dans un effet domino, c'est-à-dire nous avons le point de départ qui doit être parfaitement mesuré. Exemple sur le carbone, si vous n'avez pas fait votre bilan gaz à effet de serre,
vous n'avez pas fait ce que vous devez, parce que la loi le demande aujourd'hui déjà, hein, pour les entreprises. Donc, à partir du moment où vous avez fait votre bilan de gaz à effet de serre, vous avez votre point de départ. Et une fois que vous avez ce point de départ, vous pouvez vous benchmarker dans le secteur où vous êtes et ensuite vous fixer des objectifs et les mesurer. Et ça, c'est mesuré par nos fournisseurs, c'est mesuré par nous, soit sur des plateformes qui sont des plateformes communes, soit sur des plateformes internes qui sont liées à nos systèmes de mesure de notre performance. Et donc, quand nous sélectionnons un fournisseur aujourd'hui, il y a le critère RSE qui est à l'intérieur du sourcing de la mesure de la performance fournisseur recherché. Et donc, nous sélectionnons des gens qui s'engagent, mais aussi qui mesurent. Alors, on a des outils comme Carbon Web Assessment, qui sont des outils que nous mettons à disposition au niveau mondial pour partager surtout, collaborer avec les fournisseurs, pas pour les forcer, juste pour leur montrer qu'est-ce qui est fait sur tel ou tel gâchis d'efficience énergétique, quelles sont les bonnes idées sur la réutilisation de matières, quelles sont les bonnes idées sur la diversité, l'inclusion au niveau impact social. Et donc, nous avons ce qu'on appelle en anglais un Lighthouse Repository, où il y a à peu près aujourd'hui 1500 expériences vécues dans 180 pays sur comment bien intégrer un équivalent ESAT, si vous voulez, ça existe en Angleterre ou ailleurs. Comment faire pour décarboner quand vous êtes simplement au niveau, vous avez des bureaux, des tertiaires, ou la flotte automobile, un grand classique, ou le travel. Comment mesurer, comment décarboner. En fait, ce qui est génial, c'est que nous sommes à peu près 8000 dans la supply chain au niveau mondial, et vous avez en permanence des nouvelles idées et des nouvelles exécutions de RSE, équivalent, développement durable, qui sont partagées avec tout le monde. Donc, si vous avez, par exemple, vous dites, tiens, je suis dans une entreprise qui a beaucoup de gâches au niveau, par exemple, de métal. Comment je peux faire pour avoir les meilleures pratiques, déjà chez Siemens ou ailleurs, meilleures pratiques pour éviter ou réutiliser ces wastes, bien vous trouverez plusieurs exemples, minimum plusieurs, bons exemples, et vous pouvez appeler la personne ou vous pouvez regarder cet exemple qui est dépeint dans un repository qui est très inspirant parce que finalement, vous n'êtes pas seul au monde. Vous êtes acheteur, mais vous voulez bien faire. Mais comment faire? Et donc, l'idée, c'est d'enrichir tout le monde. Et je peux vous dire qu'on ne se fait pas prier. Parce que c'est la manière de travailler chez nous, c'est ça, c'est, comme on dit, copy with pride. C'est-à-dire, copier ce qui a marché et ce qui marche bien. Faites-le. N'attendez pas et augmentez la valeur auprès de vos fournisseurs pour qu'elle soit restituée derrière dans nos engagements, les engagements qu'on a pris sur le développement durable. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais je pourrais vous montrer des exemples, ce serait mieux, de n'importe quel sujet où vous trouverez au moins 10, 15, 20, parfois 100 expériences sur lesquelles vous devez vous inspirer pour l'implémenter dans votre pays. Je dirais que merci Olivier. En tout cas, ce qu'on note, c'est que cette digitalisation, enfin, il y a aussi l'aspect mesure. En tout cas, vous parliez de la décarbonation. Quand on parle d'impact social, on voit que ça va au-delà. Hein. C'est de l'impact aussi RSE, environnemental, éthique. Effectivement, bon, il y a eu toute la réglementation aussi qui nous a poussé sur ça. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une forte demande des clients, en tout cas des consommateurs finaux, qui souhaitent beaucoup plus de social, beaucoup plus d'environnemental. Vous parliez de l'engagement de votre board, vous parliez du côté militant aussi de vos collaborateurs. Mais je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière tout ça, il y a aussi une volonté des clients et des consommateurs finaux qui a un impact social et environnemental qui soit beaucoup plus important.
Donc, effectivement, comme vous le disiez aussi très justement, la digitalisation permet également de mesurer, parce que comment peut-on effectivement faire progresser cette création de valeur sur l'impact social si derrière on ne mesure rien. Donc, c'est de la mesure effectivement sur la partie environnementale, vous citiez la partie décarbonation, mais je pense qu'on a besoin aussi de mesurer certaines choses sur le côté social. Oui, alors absolument. Je ne vais pas vous parler de la mesure sur le côté social, mais de la mesure tout court sur les produits. Je voudrais vous dire une chose qui me paraît très, très importante. Donc, vous avez parlé des clients. Les clients nous demandent ce que vous dites, les impacts, tous les impacts de ce que nous fabriquons, les systèmes d'information, les systèmes que nous fabriquons, les matériels, les solutions. Et ça va très, très loin. Je prends un exemple. Si nous fabriquons un automate, l'automate a été fabriqué avec de la matière première. Donc, ça va pas, c'est pas seulement le fournisseur de premier rang. On va, nous, analyser, mais toutes les matières qu'on a utilisées, où elles ont été fabriquées. Est-ce qu'elles ont été fabriquées, par exemple, en Chine? Dans quelle région en Chine? Avec quel type de, par exemple, est-ce que c'est de l'énergie au charbon ou autre? Ensuite, tous les composants qui sont à l'intérieur, qu'est-ce que l'émanation CO2 a permis de les avoir. Donc, finalement, vous avez une espèce de bilan carbone reconstitué sur toute votre supply chain, pas seulement au niveau du fournisseur de rang 1, mais toute la chaîne. Et nos clients peuvent avoir, grâce à une espèce de fantastique simulateur d'émanation carbone, peuvent comparer notre équipement en termes d'empreinte carbone totale. Vous voyez la complexité, parce que ça va de la vis et de l'écrou jusqu'à un automate complet. Et cette connaissance, by design, on peut dire, de conception dès l'origine d'un produit ou d'une solution qui ait une empreinte carbone minimale est demandée par le client maintenant. Ça va très très loin. Et ça veut dire que quand vous faites un investissement, quand vous choisissez de produire en Chine, quand vous choisissez de produire avec un atelier handicapé qui est associé à ça, par exemple à Agno, dans notre usine en France, vous avez, en termes de charge de développement durable, que ce soit sur la partie carbone, sur la partie réutilisation, sur la partie design, des choix à faire pour vendre aux clients. Donc, c'est cette digitalisation qui le permet, parce que vous imaginez la complexité. La complexité est telle que seul ce qu'on appelle un jumeau numérique de ce que vous avez construit, de ce que vous avez conçu, vous permet de faire le total. Donc, ça va plus loin qu'on le pense, ça va jusqu'à votre système d'information SAP ou autre qui doit intégrer cela. Et donc, nous le faisons en tant que grand groupe, mais à l'échelon d'une petite entreprise, c'est tout à fait possible. Il faut simplement le vouloir. Et la digitalisation rentre dans les PME, j'en suis témoin, mais simplement, il faut aider avec des systèmes digitaux qui sont des systèmes qui, en tout cas, les technologies existent, l'IoT existe, les capteurs existent, les serveurs existent, tout existe et ce n'est pas forcément très cher de l'intégrer dans une PME. Par contre, ce que vous disiez, ce qui est important, c'est que ces outils soient simples et accessibles. Donc, ça veut vraiment dire aussi, Geoffrey, vous pourrez, je pense intervenir, mais en tout cas, qu'on puisse avoir un cahier des charges, en tout cas, qui permettent de vraiment répondre aux besoins. Quelque part, les outils répondent à un besoin, c'est pas aux organisations de s'adapter aux outils. Oui, exactement, je suis d'accord avec vous, mais mon engagement est très fort. Pourquoi? Parce que je pense que cette décennie, la décennie qu'on vit là, elle est majeure si on veut vraiment limiter l'ampleur du réchauffement climatique à 1,5. Donc, si vous voulez, quand on est acheteur et qu'on a une conscience, je pense que beaucoup de mes collègues sont comme moi. C'est si vous ne l'intégrez pas tout de suite, cet engagement militant, eh bien, on va dans le mur. On va dans le mur. Et ouais. Ça, c'est vraiment un gros problème. Donc, la responsabilité de la supply chain des acheteurs est devenue colossale
et les directions générales en sont conscientes, Oui. je pense, dans la plupart des cas, mais ce n'est pas encore mesuré convenablement partout. Voilà. Il y a peut-être un point aussi, voilà, c'est l'aspect innovation. On n'a pas parlé d'économie circulaire, etc. Mais le côté innovant aussi est essentiel par rapport à tout ce que l'on vit. Et cette digitalisation permet effectivement aussi d'innover. Complètement d'accord, et d'autant plus que vous avez des contraintes sur la supply chain aujourd'hui qui sont colossales, tout le monde le sait. L'Ukraine en a rajouté une couche, mais tout le monde sait aujourd'hui qu'avoir une seule source, ce n'est pas possible, si on peut, il faut en avoir plusieurs. Et d'autre part, localiser, c'est devenu une exigence majeure, si on peut, et substituer, enfin, réutiliser des produits chers, comme aujourd'hui, on voit qu'il y a des produits tellement chers, comme le nickel, que vraiment pas penser à une réutilisation et à récupérer ces métaux serait non seulement une erreur, une faute, mais absolument suicidaire. Donc, il faut vraiment, aujourd'hui, malheureusement, à cause de ces événements extraordinairement pénalisants pour l'humanité qu'on a vécu ces derniers temps, et ça, à mon avis, ça doit pouvoir nous aider à accélérer sur le développement durable. Et l'accélération, d'après ce que j'en comprends, viendra aussi de la digitalisation. Sans digitalisation, on ne va pas pouvoir accélérer. Oui, essayez de vous former de chez vous, sans Internet, sans rien, sans pouvoir vous déplacer. Non, aujourd'hui, la digitalisation revêt pour chacun d'entre nous des formes très, très différentes. Mais celle qui parle le plus, c'est vous achetez sur Amazon, vous cliquez pour vous former à une université américaine ou autre, vous avez la possibilité de créer un produit sur un logiciel chez vous et de vendre ce produit. Enfin, bon, je pense que tout le monde peut mettre tellement de choses sous digital que le mot lui-même peut être mal interprété. En réalité, ce qu'il faut, c'est que vous maîtrisiez l'information, la qualité de celle-ci, celle qui vous permet de créer, celle qui vous permet d'être vous-même, celle qui vous permet de vous développer. Et cette maîtrise de l'information signifie aujourd'hui probablement d'être multiconnecté, de pouvoir collaborer, co-construire, de pouvoir utiliser ce qui existe déjà, de pouvoir améliorer ce qui existe déjà. Donc, vous avez des bibliothèques mondiales à portée de clic. Et cette information, c'est clé, sans compter toutes les formes de start-up qui sont intéressantes parce qu'elles co-génèrent de nouvelles idées et elles sont à égalité avec des géants comme Siemens dans leur capacité de créer l'innovation. Donc, c'est génial pour n'importe qui veut, il peut. Voilà. Je vais rebondir sur ce point-là parce que là, on est au cœur de ce que le pacte décline comme action et qui incite les entreprises à s'engager et à conduire des actions, des axes autour de la sensibilisation des plus jeunes. Et quelque part, on sait que la digitalisation, elle est attrayante pour les plus jeunes. Donc, dès qu'on parle d'outils, dès qu'on leur donne une tablette plutôt qu'un cours magistral, eh bien, quelque part, on a une attention qui est plus forte. Les gens font leur parcours. Et ça, c'est une nouvelle manière de se former. Donc, sensibiliser, former. Dans le recrutement, on en a moins parlé aujourd'hui, mais il peut aussi y avoir ces aspects sociaux-là. Et c'est en permettant de localiser, de faire appel à des sociétés d'insertion ou à des EA, des ESAT, vous l'avez cité, qu'on peut aussi aider à ce que, quelque part, on se rende compte que les gens qui viennent des zones prioritaires ou les gens qui sont en situation de handicap sont tout aussi performants que d'autres qui n'en viennent pas ou qui ne le sont pas. Et en réalisant ça, on s'ouvre un univers. Le dernier axe du pacte, c'est acheter de manière plus responsable et inclusive. Alors, je ne manque pas quelque chose. Je vais peut-être vous donner les tournis pendant une seconde, mais je vais sortir de mon bureau. Et je vais aller au sein des entreprises By the Way pour que vous puissiez vous rendre compte que les gens qui sont là, on parle de digitalisation, mais ce sont des vrais gens, des vrais hommes, des vraies femmes qui sont bien installés, qui sont professionnels, dont vous pourriez
pas de vous douter du tout de la qualité handicapée ou non handicapée. D'ailleurs, ici, les gens sont mélangés. D'ailleurs, M. Gourmelon, si vous n'êtes jamais venu ici, je suis sur le plateau Siemens. Donc, voilà, je vous présente Samuel, Patricia. Bonjour. Bonjour. Super, super Noémie, travail, merci. Yao, et Graziella, et à nouveau des Bonjour. ajusteurs là-bas avec Frédéric. On est en plein dans quelque chose qui est très humain. Voilà. On parle de digitalisation, on s'appelle EPSA Marketplace, on est souvent en lien EDI avec nos clients, mais au final, derrière, quand vous faites marcher des EA et des ESAT, ça nous permet de recruter. Donc, génial. Hop là. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Merci d'avoir pu me montrer et je viendrai avec plaisir. Vous êtes le bienvenu. On arrive au bout, quelque part, du webinaire qu'on avait pensé. Je pense qu'on a essayé de vous exposer le fait que la digitalisation, ce n'était pas un monstre dont il fallait avoir peur, mais au contraire un outil. J'invite tous ceux qui sont côté achat, côté RSE, côté direction générale et qui veulent travailler ensemble, eh bien, à se réunir autour de ces projets de digitalisation. Ce ne sont pas des projets IT technologiques, mais des projets qui sont faits par des humains pour des humains. Donc, utilisons ces outils à bon escient et travailler ensemble. Parce que si on prend la RSE comme un sujet à part, qui doit se traiter dans un bureau à part ou un département à part, on se trompe complètement. Je crois que c'est au cœur de... Là, je n'ai pas besoin de vous faire une leçon magistrale. Beaucoup de membres du pacte ici, donc beaucoup de monde engagé. Et si on peut aller prêcher un peu la bonne parole autour de nous, ailleurs, alors génial, on aura réussi quelque chose. Un grand merci, Geoffrey. J'en profite, ce sont les quelques 5 dernières minutes avant la clôture de ce webinaire. Peut-être parmi les connectés ce matin, vous avez des questions à poser soit à Nathalie, Geoffrey ou Monsieur Gourmelon. Oui, bonjour messieurs, dames, Cyril Gentot, Schneider Electric. Donc déjà bonjour à tous et merci pour ces présentations et ces échanges. Comme Siemens, digitalisation 4.0, c'est très connu chez nous. On est également dans la même optique et dans la même direction de ces grands groupes, bien entendu. Moi j'aurais une question à vous poser, monsieur Gourmelon, c'est quels sont les freins, enfin comment avez-vous réussi à lever les freins pour, on va parler plutôt local et moi je vais parler d'un périmètre France, pour arriver à faire comprendre à vos stakeholders, en dehors des aspects que vous avez abordés pendant cette réunion-là, qu'il est intéressant d'ouvrir ces chakras pour aller vers des entreprises adaptées, vers des ESAT et arriver à faire comprendre qu'il n'y a pas que, bien sûr, le prix, qu'il y a les aspects RSE, mais que c'est également facile à mettre en place, même s'il faut accompagner, vous l'avez dit. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer pour tout le monde, c'est que ce n'est pas que mettre en relation un partenaire avec un autre en interne, mais c'est également accompagner les AT. Et on parlait tout à l'heure de marché choisi, on va dire, dans le domaine du privé. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi de temps à autre, c'est-à-dire que privilégier certaines choses ou d'intégrer également dans les contrats qui sont mis en place entre les différents partenaires un minimum de prestations en lien avec la RSE ou l'handicap ou l'inclusion. Donc on est tous dans cette directive-là. Malgré tout, il y a des freins encore à lever vis-à-vis de nos stakeholders en interne parce qu'ils ont aussi beaucoup d'objectifs à tenir. Autre que financier, et vous parliez donc d'un grand engagement au niveau direction générale.
on l'a également chez nous, mais il faut que ça arrive à redescendre, je dirais, à tous les niveaux. Et comment arrivez-vous à communiquer ça en interne? Bon, merci de la question. En effet, ce n'est pas facile. En fait, ce qui nous a facilité un petit peu la chose, c'est que nous sommes fournisseurs internes. C'est-à-dire, on a une relation client-fournisseur avec nos stakeholders. Ceci depuis des années. C'est-à-dire que nous devons prendre des initiatives à valeur ajoutée. La valeur ajoutée ne veut pas dire forcément cost reduction partout. Ça peut vous vouloir dire aussi créer une espèce de portefeuille de conseils et d'initiatives pour nos stakeholders, que ce soit la direction générale elle-même, la direction financière, la direction juridique et la direction ressources humaines et toutes les business units. Donc, nous font confiance dans la mesure où on a une espèce de pacte, une charte entre nous, où on va lister un certain nombre d'actions, certaines étant porteuses de réduction de coûts, d'autres porteuses d'accroissement de valeur, et tout ça en lien avec le business. Donc, en finale, si vous voulez, nous avons par exemple 20 sociétés en France. Avec les 20 sociétés, on négocie en interne pour l'année prochaine l'ensemble de ce qu'on va faire. Et on fait passer un certain nombre de sujets comme celui-là comme étant constitutifs d'une valeur ajoutée business. Donc, on parle le même langage. Et ça veut dire, donc, je vous donne un exemple. Cette année, j'ai à peu près 350 actions en cours. Sur les 350, il y en a un certain nombre nouvelles qui n'étaient pas prévues. Mais je sais que dans la philosophie de mes relations clients-fournisseurs avec mes business units, c'est OK. Je ne vais pas demander à chaque fois l'autorisation de développer un ESAT. Je sais que c'est dans la politique, que c'est acté, que c'est validé. Et j'ai des alliés très puissants comme la RH. Et j'ai des alliés puissants, certaines business units en veulent plus. Et moi, je suis dépositaire de l'ensemble des besoins et je propose et je mesure ce qui est la customer satisfaction interne, c'est-à-dire, en gros, si mes clients sont mécontents, j'ai du souci à me faire et les équipes achats vont devoir réagir par rapport à ça. Mais donc, si vous voulez, il y a une espèce de plan, programme, négociation avec mes clients internes, tant au niveau local qu'au niveau mondial, puisque mes clients sont aussi mondiaux. Je suis soutenu par hiérarchie au niveau mondial, top-down, mais je dois dire que le bottom-up est beaucoup plus puissant. Alors que, par exemple, je citais tout à l'heure Handicado et un certain nombre d'autres choses, j'ai été écouter le client final, c'est-à-dire l'employé de Siemens, qui va commander quelque chose. Et l'employé de Siemens, il veut un catalogue, par exemple, de produits verts, il veut du bois, il veut plus de plastique, il veut… donc, l'écoute de mes clients, c'est les stakeholders au sens large, pas seulement les patrons des business units, mais aussi les employés, les gens qui, comme vous et moi, qui sont employés et qui veulent aller dans ce sens-là. Donc, c'est une écoute client au sens large, restituée ensuite sous forme d'action et ensuite mesurée sous forme de customer satisfaction qui me permet de faire cette transformation. Je ne pourrais pas le faire juste par décret. Ça ne marcherait pas et de toute façon, les business units me diraient attention, vous avez dépensé trop de temps ou trop d'argent pour un résultat trop faible. Okay, j'espère avoir répondu. Oui, oui, très très bien. Et je vous remercie. Je me mets en caméra déjà, ne serait-ce que pour me présenter. Mais merci pour ce retour. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas arrivé en un an. C'est comme mes cheveux, la test, ça a pris quelques années. Très bien, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, M. Gourmand. Y a-t-il d'autres questions? Alors, apparemment pas, donc je pense qu'on va pouvoir conclure ce rendez-vous pacte. Un immense merci à M. Gourmelon. C'était un partage de votre stratégie achat extrêmement riche avec des exemples concrets qui permettent, je pense, à
tous les participants, quelle que soit leur avancée, quelle que soit leur échelle, quelle que soit leur activité, de se projeter avec un amorçage de la RSE au sein de leur stratégie achat. Et ça, vous nous l'avez prouvé, ça peut se faire de multiples façons à des niveaux très différents d'implication et de façon immédiate sur des exemples assez tangibles et faciles à implémenter. Donc, j'espère que ce témoignage a vraiment permis à certaines sociétés pour qui c'est encore difficile de se projeter, de lancer la Spichnette, je dirais, et de rentrer en réflexion. Un immense merci à Geoffrey Liétard et à Nathalie Leroy qui nous ont permis de construire ce webinaire à destination de la communauté Pacte. Véritablement, moi-même, je ne suis pas une experte des achats, encore moins de la digitalisation des achats. Parmi les connectés ce matin, il n'y avait pas que des acheteurs, il y avait aussi beaucoup de personnes rattachées au pôle RSE ou au RH. Et vous l'avez rappelé, M. Bourmelon, ça demande un militantisme et une application de tous les services au sein d'une entreprise pour que ça puisse fonctionner. Et je pense que tout le monde doit s'informer et échanger avec les bonnes personnes pour lancer les choses. Et ça, c'est la première étape, vous nous l'avez dit, il faut s'informer, il faut se former pour lancer les choses. Voilà. J'en profite pour rappeler aux collaborateurs des sociétés engagées dans le pacte qu'on se retrouve le 17 mars au hub de BPI France pour la cérémonie du pacte, lors de laquelle la ministre Nadia Hay vous remettra vos rapports. C'est un rendez-vous annuel qui n'a pas pu se faire en présentiel ces dernières années à cause des conditions qu'on connaît, que ce soit les grèves ou encore le Covid. Donc, on est vraiment très, très, très heureux de faire ça enfin en présentiel cette année. Ça nous a manqué et on a besoin de retrouver du lien avec vous et surtout que vous vous rencontriez entre vous. C'est très, très important que cette communauté se retrouve et échange. Donc, j'espère vous voir nombreux et je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, merci. Merci à vous, au revoir.